Enfant natif des Cévennes, mon nom vient de l'ancien gaulois, Dubro, l'eau qui court. Je m'appelle Dourbi. Je fus jadis fréquenté par des écrivains, des poètes et de vieux maîtres de pêche à la plume. Ma notoriété est immense en dehors même de ma région Occitanie, et j'en suis fier. Fier de mes eaux limpides, tumultueuses, qui tour à tour s'écoulent dans le granit, dans le schiste, puis dans le calcaire. Je suis fier du vivant que j'héberge et surtout de la truite sauvage que je nourris patiemment tout au long de mon parcours. Mais aujourd'hui, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Affaibli par le manque d'eau, j'ai à peine la force de courir en maigres cascades et je m'épuise vite dans des bassins dormants. Mon lit, de pierres asséchées, est peu à peu devenu une tombe. Mes réserves souterraines ont fondu, mais l'hiver qui arrive m'offre un peu d'espoir. Laissez-moi vous conter mon histoire, celle de ma naissance dans les hauteurs, quand de simples ruisseaux, je m'élance et grandis pour abreuver les magnifiques gorges qui m'abritent. Je vous confierai les blessures que m'infligent les hommes qui croient m'aimer, ou bien qui m'ignorent, me souillant sans état d'âme. Mes ennuis se sont accrus dès la fin du printemps 2022. Des canicules et des sécheresses trop longues et bien trop fréquentes. Elles ont mis en péril toute la vie que j'héberge et qui dépend de moi. Ce fut une saison meurtrière qui, dans les gorges voisines, favorisa de terribles incendies. Un lourd préjudice pour la rivière Tarn, colmaté sur plusieurs kilomètres par les cendres des feux éteints. Au fil des millénaires, j'ai profondément creusé mon lit entre le Causse du Larzac et le Causse Noir, sur plus de 70 kilomètres. De part et d'autre de mes rives s'élèvent des versants abrupts de falaises et d'éboulis, entrecoupés de plaines verdoyantes. Les gorges qui portent mon nom se sont muées en un véritable Éden, pour une faune et une flore inestimables. Le loup s'y invite parfois, à ses risques et périls. De grands vautours devenus familiers de mon ciel étirent leurs majestueuses silhouettes de géants qui effleurent mes eaux au premier souffle du vent.
À 1300 mètres d'altitude, au sud du mont Égual, je rassemble mes toutes premières forces dans un vaste réseau de tourbières. Donc on est sur le secteur de ce qu'on appelle Montalsvaquier sur le mont Égual, aux sources de la Dourbie. Les sources intitulées cours d'eau, elles sont à 800 mètres un peu en amont. Mais globalement, tout ce secteur-là contribue à l'écoulement de la Dourbie, c'est les secteurs des sources. Ce qu'on est en train d'affirmer de plus en plus, qui est assez récent dans les connaissances des zones humides et particulièrement des tourbières, c'est que l'alimentation majoritaire d'une tourbière, c'est pas la pluie, c'est pas ce qu'on appelle l'eau météorite, qui vient de la pluie ou du bassin versant et qui s'écoule dans le milieu. En fait, la tourbière, c'est une source en tant que telle. Alors on parle de source diffuse. L'eau est souterraine, la majorité de l'eau vient du dessous de la tourbière et ensuite déborde et alimente le cours d'eau. Les milieux sans oxygène, on parle d'anaérobies, qui sont saturés en eau 100% du temps, depuis des milliers d'années pour la plupart. C'est de la matière organique, les arbres qu'on voit, la végétation, qui meurt et ensuite s'enterre, mais se retrouve dans un milieu avec 100% d'eau, pas d'échange d'oxygène, donc elle se dégrade pas. Et c'est comme ça qu'on arrive à les dater, puisque en creusant dans les tourbières, on fait des carottes, par exemple. Ici, on en a fait quelques-unes, on descend, elles sont pas très profondes, les tourbières de l'Égual ou du parc national, parce que sur le Mont d'Ozère aussi, on en a plein. On descend à 2 mètres, 2 mètres 50 maximum de tourbe, c'est déjà énorme, mais on peut en avoir dans les grands bassins de plusieurs dizaines de mètres. Ici, elles sont pas très profondes, du fait de l'évolution, c'est le milieu qui est comme ça, sur le milieu granitique, où c'est un peu une cuvette. Géologiquement, finalement, en dessous, on va avoir une cuvette, et le cours d'eau, c'est le débordement de la source qui passe au-dessus, qui déborde de la cuvette qui est géologiquement en milieu tourbeux. Et ensuite, vous êtes sur le granit pur, et du coup, vous êtes sur de la roche-mer, où il y a plus d'eau, ou très peu. Si on est sur une dizaine d'hectares sur celle-là particulièrement, mais en fait on est sur tout un réseau de tourbières qui est étalé le long du cours d'eau. C'est pour ça qu'on parle du complexe tourbeux de Montalsvaquier, qui descend sur sur 2-3 kilomètres avant de disparaître, parce qu'on rentre dans un secteur plus accidenté et rocheux de la Dourbie. Et on a plus d'une centaine d'hectares, mais c'est pas des immenses tourbières qui sont surpassées. C'est un réseau de petites tourbières très différentes qui ont des fonctionnements relativement différents, de la végétation différente aussi. Parce que la plupart des milieux tourbeux, c'est des zones boisées à l'origine. On a tendance à imaginer que les tourbières, et ce qui est dans la littérature aussi, c'est des secteurs ouverts. En fait, une tourbière, historiquement, ça date du dernier âge glaciaire, c'est des milieux reliques. Ici, on est à l'extrême sud de la répartition des tourbières du Massif central. Après, les suivantes, elles sont dans les Pyrénées. Elles étaient essentiellement, on imagine, forestières, avec des saules pour la plupart, et c'est pour ça qu'on en trouve, et on trouve vraiment des saules quand on fait les carottes. On retrouve les écorces, on retrouve des branches, on retrouve des feuilles. On a à un moment donné ici, tout a été rasé pour l'exploitation humaine, on va dire, et ensuite de la plantation. Donc tous ces secteurs-là ont été entièrement drainés par l'ONF à l'époque pour faire de la plantation. Et qui a plus ou moins marché, on le voit ici, les arbres ils ont plus ou moins eu de succès, parce que mettre des résineux dans une tourbière ça marche pas beaucoup dans les milieux acides. Du coup les drainages de surface ont peu d'impact sur la tourbière en tant que telle. Contrairement à ce qu'on a pensé ces 50 dernières années. Ça peut modifier la biodiversité végétale en surface, parce qu'elle se retrouve asséchée sur la profondeur du drain, mais la tourbière en tant que telle, elle change pas de fonctionnement. Et du coup, les plantations ont plutôt été des échecs. Parce que comme ça n'a pas asséché, le but d'un drainage, c'est d'assécher le milieu. Comme ça les a pas asséchés, les résineux, pousser les pieds dans l'eau, c'est pas leur truc. Donc ici, on a beaucoup d'arbres qui meurent.
Après, on voit que nous, Parc National, on a beaucoup coupé pour essayer d'évacuer les résineux. C'est ce qu'on peut voir autour de nous, hein, les souches, où tous les arbres qui avaient un peu résisté, dans tout le secteur, ça a été beaucoup coupé pour essayer de garder ces milieux exceptionnels, rares, en l'état. Le réchauffement climatique, c'est lui qui va les impacter en premier. Et il arrive bien plus vite que tout ce qu'on a pu penser. Parce que maintenant, à moins de l'échelle d'une vie humaine, on voit l'évolution, alors qu'il y a 20 ans, on disait, oui, là, c'est pour dans plus tard. Ben, en fait, c'est pour maintenant, et on est déjà largement dedans. Et ici, comme on est sur les zones de tourbières les plus au sud du Massif central, ça va être les premières à disparaître. On se rend compte que globalement, c'est 60% des zones humides qui ont disparu à l'échelle européenne. Sur le secteur du parc, on n'est qu'à 20%, donc c'est une réussite. On a réussi à les préserver du drainage et de l'exploitation humaine, ou forestière ou agricole. C'est surtout la hausse de température, donc qui va augmenter l'évapotranspiration. La pluie, ça évolue pas vraiment, mais ça se répartit différemment. Donc tout le cortège végétal va changer. Et sur l'évolution hydrologique, dans les tourbières, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer puisque c'est les sources. Mais quand on veut travailler sur l'hydrologie d'une tourbière, de ce type de tourbières qui sont des sources, c'est pas ici. L'enjeu, il va pas se jouer sur la tourbière, il va se jouer sur son alimentation en eau. Donc il faut comprendre d'où elle vient l'eau. Et c'est là où on a des impacts qu'on n'a pas du tout évalués. Parce que si on fait une route, si on fait ici on n'est pas trop impacté quand même. On est en cœur de parc, sur des secteurs peu urbanisés. Mais on peut faire des aménagements essentiellement routiers et pistes qui sont à 2 km, qui vont perturber l'écoulement de proche de surface et potentiellement vous avez moins d'eau qui arrive à la surface de la tourbière, dans la tourbière. Donc il faut raisonner à l'échelle du bassin d'alimentation de la tourbière comme un bassin versant d'une rivière. C'est l'ensemble du bassin versant. Sur la tourbière, c'est l'ensemble de son alimentation et c'est de l'eau souterraine qu'on maîtrise pas, nous, pour l'instant. Bon, maintenant, on essaye d'avoir une approche naturaliste, géologie, hydrogéologie, climatique. On nous annonce moins 40% des débits moyens. Moins 40% et moins 60% en étiage. Malgré tout ce qu'on peut faire à l'aval, on est obligé de faire des choses vu les baisses de débit annoncées et on fait tout pour préserver ces milieux qui sont les premiers contributeurs de la rivière Blandy. Ils sont peut-être pas majoritaires, mais c'est les premiers. Sur la commune de Nantes, l'association Nantes en transition œuvre à la préservation de la ressource en eau. En partenariat avec le Parc régional des Grands Causses, le syndicat Tarnamont et le Conservatoire des espaces naturels d'Occitanie. La réhabilitation de la zone humide et de la ripisylve du bassin versant du Durzon est au cœur du projet. Des solutions fondées sur la nature pour limiter l'érosion des sols, filtrer de manière biologique les nitrates provenant des engrais agricoles, favoriser la recharge phréatique et le retour d'une riche biodiversité.
Dans les hauteurs, corsetées par une épaisse forêt de hêtres, de pins et d'épicéas, d'où la lumière filtre à peine, mes ruisseaux fournissent peu d'algues et de diatomées aux invertébrés que j'abrite. Ils se nourrissent alors des seuls débris végétaux que la forêt va leur fournir. Les truites ont une taille réduite, alors que plus bas, en milieu calcaire, elles mesurent le double, au même âge. C'est le hêtre qui m'apporte la principale matière organique végétale. À l'inverse, les conifères, plantés massivement durant la seconde moitié du XIXe siècle, me fragilisent. Leurs racines superficielles délitent mes berges et leurs aiguilles résineuses en décomposition acidifient le sol ainsi que mon eau. Après une enfance montagnarde à l'apparence tranquille, c'est au pied du village de Dourbi que je vais connaître une adolescence tourmentée, dans un corridor sauvage et escarpé. Ici, je m'abîme avec fougue dans le granit. L'endroit est peu fréquenté, si ce n'est par quelques initiés, pratiquants du canyoning, kayakistes fous ou simples pêcheurs en quête de solitude. Le pouls de la nature y demeure encore palpable. Des kilomètres de bassins, cascades, blocs rocheux, dans des gorges retirées du monde. Le tumulte de la nature en lieu et place du tumulte des hommes. En quelques kilomètres à peine, je prends avec aisance l'allure d'une rivière de plaine. La sévérité des gorges laisse place à une vallée ouverte, large et bariolée. Prairies et cultures y forment un vaste damier, un véritable costume d'arlequin qui s'étire jusqu'au Durzon. Rive droite, sur les hauteurs, la pointe d'un sein transperce le causse Bégon. C'est le roc nantais. Il domine la vallée de ses 808 mètres d'altitude et offre aux marcheurs méritants le plus large panorama sur la vallée et une plongée directe sur le village de Nantes. Ce dernier tient son nom du celte Nanto, signifiant la vallée humide. Le village est bâti sur un promontoire de travertin, une roche alvéolée, légère et malléable, qui est facile à sculpter. Elle fut notamment utilisée dans la construction de la voûte des Halles, du pont de la Prade ou bien encore de l'abbatiale Saint-Pierre. Au Xe siècle, les moines bénédictins, soucieux de développer leur agriculture, drainent et assainissent tout le bassin à l'aide de canaux empierrés. Nantes n'évoque plus marécage, mais se nomme désormais Jardin du Rouergue. Le réseau d'irrigation est alimenté par le ruisseau du Durzon,
et prend le nom de canaux des Vernèdes. La plupart d'entre eux traversent le village à l'air libre, alors que d'autres se faufilent secrètement sous les maisons. C'est dans la profondeur des entrailles fissurées des massifs calcaires que les pluies soudaines des orages d'été et celles plus obstinées de l'automne me nourrissent depuis la nuit des temps. En fait, la Dourbie, c'est un grand cours d'eau, vous connaissez, plus de 600 km² en superficie, et elle est alimentée principalement en fait, par les eaux souterraines, qui viennent du Larzac et du Causse-Noire. Les principaux apports sont l'Urzon, qui est une source importante ici sur la commune de Nantes, mais on a également l'Espérel qui provient également du Larzac. On a Joucomerle ou les résurgences du Trévézel qui proviennent du Causse-Noire, et également Moulin-de-Corp et des Fournées. Donc ces sources en fait qui en étiage fournissent à peu près 1 mètre cube par seconde permettent d'alimenter cette Dourbie. La Dourbie c'est 6 à 7 mètres cubes par seconde à Millau lorsqu'elle arrive sur le Tarn. Et donc ces apports souterrains sont très importants sur le territoire et pour le fonctionnement de la rivière. Sur le plateau en général, vous voyez, plus les eaux s'infiltrent. Elles vont s'infiltrer plus ou moins rapidement dans le massif calcaire. Alors assez rapidement, lorsqu'il y a des pertes, vous voyez, là j'ai figuré une perte, là les eaux vont s'infiltrer rapidement à travers le massif calcaire et venir alimenter la rivière souterraine, ici, qu'on a figuré ici, qui va alimenter la source qu'on a mis en contrebas. Les eaux aussi d'infiltration, de précipitation vont s'infiltrer des fois moins rapidement à travers la fracturation qu'on a figuré ici, ou même à travers la porosité, et donc ces eaux vont mettre quelques semaines à quelques mois avant d'alimenter la rivière souterraine. La deuxième partie du karst, en général, c'est la zone d'infiltration, comme je viens d'en parler, elle est plus ou moins épaisse, 300-400 mètres d'épaisseur. C'est là où on trouve en effet les grottes, les terres possibles, et c'est l'endroit où les spéléos en effet peuvent aller et découvrir les cavités. Et puis la troisième partie, c'est on appelle ça le karst noyé, la zone noyée. Donc avec la rivière souterraine, il y a également des réserves qu'on a figurées ici, vous voyez, des réserves souterraines qui sont alimentées par les précipitations et qui vont également alimenter cette rivière souterraine qui va alimenter la source à laquelle exutoire finale. Une régulation très importante dans le karst. Et après, les réserves ici vont se vidanger très doucement, ce qui met dans la rivière souterraine, si bien qu'on peut avoir des réserves sur plusieurs mois, voire des fois plusieurs années, qui vont permettre d'alimenter donc la source et donc d'alimenter nos rivières. Issu d'une exurgence karstique située sous le plateau du Larzac, le Durzon, ombragé tout au long de son parcours, me garantit à la confluence une fraîcheur et un débit constant, même en période caniculaire. Avec un plomb, tu veux qu'il ne marque pas. Ok. Plusieurs générations de plongeurs se sont succédées à la demande de la mairie de Nantes pour mesurer et cartographier la partie immergée de la source. Plus de 2 km de longueur depuis l'entrée, pour une profondeur de 130 mètres. L'immensité du réseau souterrain, estimé à 100 km², permit le captage de ces eaux. Pour 14 communes du plateau du Larzac, alimentées en eau potable par camion-citerne jusque dans les années 60, le siphonnage 400 mètres plus bas de la résurgence fut une véritable bénédiction.
La lumière irradie les falaises. Ce sont les gorges les autres, celles de calcaire. Tout en bas, la départementale 991 se fixe entre Rochéo jusqu'à l'entrée de Millau. Mon eau, riche en calcium, favorise le développement des insectes aquatiques et par conséquent celui des truites qui s'en nourrissent. Au cours de l'année 2022, notre association de pêche, donc la PPMA de Nantes-Saint-Jean-Souclières, a réalisé dans le cadre d'une étude menée par le syndicat Tarnamont des analyses d'eau sur la commune de Saint-Jean-du-Bruel et de Nantes. Et nous avons constaté que, en période estivale, nous avions un pic marqué de pollution d'origine anthropique, qui étaient des taux de phosphate particulièrement élevés. Ce phosphate, en fait, ne marque que le pic estival, mais il n'en demeure pas moins que sa présence est avérée. Nous sommes particulièrement inquiets parce que nous voyons bien que la situation hydrographique de la rivière est en train d'évoluer fortement et en particulier avec des étiages sévères. On est comme sur un territoire où les eaux sont de bonne qualité, mais il peut y avoir aussi, en effet, quelques pollutions potentielles que nous, on surveille au niveau du parc naturel régional depuis quelques années. C'est soit des pollutions domestiques, soit des pollutions agricoles, soit des pollutions entre guillemets industrielles. On a mené beaucoup d'opérations et d'actions avec les usagers pour essayer de mettre aux normes les dispositifs d'assainissement sur le territoire, que ce soit pour les eaux blanches ou pour les eaux domestiques. Et là, depuis quelques années, on travaille avec les services autoroutiers pour réaliser des traçages derrière les bassins de décantation qui sont présents sur l'autoroute, qui récupèrent les eaux de la plateforme autoroutière, pour regarder en effet, en cas de pollution, notamment un camion de produits toxiques, s'il y avait un renversement, où irait le produit, en combien de temps, et quelles sont les mesures de sécurisation qu'on devrait mettre en place. Donc on a fait beaucoup de traçages, on a pratiquement fait des traçages sur l'ensemble des bassins de décantation qui sont sur le Durzon et sur l'Espérel. Donc maintenant, les collectivités ont des éléments sur les temps de passage, notamment les services de l'État aussi pour les mesures de sécurisation. Et on continue avec les services de l'État justement pour travailler sur la meilleure gestion de cette autoroute et aussi sur une réhabilitation des anciens bassins de l'autoroute qui sont obsolètes, notamment dans la partie sud d'Arzac où il y aurait des bassins à réhabiliter. La petite histoire qui nous intéresse, qui est une petite histoire, qui est une grande histoire. Donc pour nous, elle a démarré dans le monde spéléo en 2004-2005. Donc on s'intéressait pas du tout au bassin ni à l'autoroute, simplement on s'est retrouvé proche de l'autoroute. On était en prospection. Et par le plus grand des hasards, en prospection, on est arrivé sur un avenne qu'on appelle l'avenne des Résines, qui est juste à côté d'ici, pas loin de la Pesade. Et par principe, on sait à peu près comment sont fait les avennes, on sait à peu près où aller, donc on a été dans cet effondrement. Et on est rentré dans cette avenne, et à notre grande surprise, on a découvert un avenne fortement pollué. C'est-à-dire, on est tombé sur des plastiques, sur des choses visuelles. On a remonté la tranchée et on s'est retrouvé devant un bassin. En fait, c'est quoi un bassin de rétention? Ça sert à récupérer les eaux usées de l'autoroute. Et donc, ils sont censés les récupérer, les stocker. Et en cas de pollution, c'est ça qui va empêcher que la pollution de l'autoroute aille dans les causses, aille dans les réseaux souterrains. Pour cette autoroute, la direction interdépartementale des routes, donc la DIR, mentionne le passage de 20 000 véhicules par jour, dont 3 000 poids lourds. En 2002, le rapport sénatorial précise qu'avec ce nombre de véhicules, 1 tonne de polluants se dépose par an sur la plateforme autoroutière et de part et d'autre sur le cause. On a fait une dépollution avec le club, comme on sait le faire. On a fait venir la presse. Et puis, de fil en aiguille, moi je me suis renseigné pour savoir qu'est-ce qui se passait. Est-ce que tous les bassins d'autoroute étaient comme ça? Et puis on a fait tous les bassins d'autoroute, en tout cas du secteur Larzac. Et on va dire sur une quarantaine de bassins, pendant une trentaine, dans un état même pas lamentable, désespéré. Donc voilà, l'histoire démarre en 2004, et puis après, maintenant,
En même temps, à la même époque, je crois que j'ai encore les photos, il y a un camion de produits toxiques, mais fortement toxiques, d'ailleurs on n'a jamais pu approcher, l'accident se passe à côté de cette avenne, encore comme la politique de l'autoroute à l'époque, c'était d'ouvrir la vanne du bassin. C'est-à-dire que tous les produits qui étaient partis dans ce bassin, plutôt que de faire venir un camion pour pouvoir le pomper, pour pouvoir le retraiter, la coutume de l'époque, c'est d'ouvrir la vanne. À partir de là, on a fait des actions, on avait les paysans du Larzac aussi qui nous ont fortement aidés, donc on a fait dans la presse, les journaux, la télé, des réunions, beaucoup de choses en 20 ans. 2004, 2023, qu'est-ce qu'on a gagné entre les deux? Ils ont refait les bassins, mais ça a été très compliqué pour qu'ils refassent ces bassins. Je me rappelle très bien qu'à l'époque, quand on leur parlait de ça, on disait, écoutez, monsieur, on n'a pas les moyens, on n'a pas l'argent, à quoi ça sert? On a autre chose à faire. Et alors que quand on voit aujourd'hui en 2023 l'importance de l'eau, et ces bassins, ils n'ont pas été faits au hasard non plus. Quand ils ont fait l'autoroute, ça paraît logique que quand on fait des bassins, les bassins de rétention, on les met dans des points bas. Quand on voit le Larzac, avec ce qu'on appelle les dolines et dépressions, il y a déjà des points bas naturels. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces points bas naturels? Il y a des avennes. Et ces avennes communiquent avec des bassins d'alimentation en eau potable. C'est-à-dire que quand des polluants arrivent de l'autoroute, il y a de l'eau qui va arriver avec un accident sévonal, comme ça là, et il y a de la boue qui va s'accumuler au fond des bassins. C'est cette boue qui est aussi chargée en métaux lourds. C'était pas prévu, les anciens bassins, de les curer. Donc, alors, de temps en temps, quand même, ils arrivaient à approcher de ces bassins, ils curaient la boue, et ils allaient la stocker dans un autre bassin, c'est pas un bassin, c'est un gros trou qu'ils ont creusé sur le Larzac, et le stocker là. Quelque part, ce qui est compliqué avec cette histoire de pollution d'autoroute, là, c'est que on a vraiment de l'or sous les pieds, on a quand même une quantité d'eau assez importante sous le Larzac, et on a cette épée de Damoclès qu'on va avoir tout le temps. La 75. En 2025, nous sommes toujours en présence des boues qui sont stockées à l'air libre autour des bassins. La fédération continue à se bagarrer pour que ces bassins soient redimensionnés, réétanchéifiés, afin qu'ils soient correctement utilisables en fait. Vos activités ont un impact funeste sur moi. Je redoute vos nitrates issus de l'agriculture, vos phosphates contenus dans vos détergents, ainsi que les rejets des stations d'épuration saturées en période estivale. Un tiers d'entre nous contiennent des traces d'herbicides, d'insecticides, d'antidépresseurs et autres analgésiques, ainsi que des résidus de pilules contraceptives. Nous ne pouvons filtrer qu'une infime partie de ces particules et vous ignorez tout, ou presque, de leurs impacts conjugués sur nos écosystèmes. On a de la pollution aujourd'hui sur la Dorbie parce qu'on a une dilution qui se fait pas. On a plus de débit et on a sûrement la même pollution, à quelque chose de près. Et donc, comme on a moins de débit, on a des algues vertes toute l'année, on a de la cyanobactérie qui vient l'été, on a plein de trucs qui venaient pas avant, quoi. Infiniment vulnérables à tous les polluants, les populations d'insectes aquatiques s'effondrent. En période estivale, se rajoute l'utilisation de crèmes solaires dont la chimie met en péril leur survie. Les groupes ayant les plus fortes exigences écologiques ont déjà disparu. Ils sont pourtant essentiels à la vie des truites et de la vie faune qui s'en nourrissent. En outre, ces macros-invertébrés ont un rôle déterminant pour ma limpidité, car ils filtrent, assainissent et clarifient mon eau.
Tous les ans, à la même époque, à partir du mois de juin-juillet, dès qu'on rentre sur la période estivale, de nombreux barrages sont érigés sur la basse d'Orby. Sous les galets de la rivière vit une microfaune qui est très méconnue. Donc on a beaucoup de larves aquatiques qui ont un cycle de vie qui est assez long puisqu'il est de 2 à 3 ans. Et tous les ans, en construisant ces barrages, on se retrouve à détruire le cycle larvaire. D'autant plus que ces larves aquatiques représentent 85% de l'alimentation de la truite fario. Et de ce fait, on supprime également la nourriture de ces poissons. Il y a quelques années en arrière, on avait des niveaux d'eau l'été qui étaient beaucoup plus importants. Donc de ce fait, les barrages, il y en avait moins. Et aujourd'hui que les niveaux sont très très bas, ils sont construits sur les parties les moins profondes. Et de ce fait, eh bien, il y a de plus en plus de barrages avec des cailloux de plus en plus gros. Et malgré qu'il y ait des épisodes cévenols, le courant du fond de l'eau n'arrive pas à remettre en place les cailloux, quoi. Nous, pêcheurs, nous sommes pour la plupart au bord de nos cours d'eau. Nous sommes des vigies de la nature, mais au-delà de la vigie, nous avons aussi un rôle de sensibilisation. Donc j'essaie d'être sur tous les territoires gardois pour défendre cette identité que nous aimons les poissons, nous aimons nos milieux, nous aimons bien sûr la pêche, et surtout on cherche à trouver un équilibre et du partenariat pour ne pas qu'on soit mis de côté dans la gestion de nos cours d'eau. Il est clair que nous avons un syndicat qui est assez puissant, qui s'appelle le syndicat du bassin versant du Tarn-Amont, qui permet d'avoir une vision sur la qualité des eaux qui circulent justement dans ces cours d'eau, avec une expertise forte de gens professionnels et motivés et très sensibilisés à l'écosystème. Le syndicat porte la compétence GEMAPI, gestion de l'eau et des milieux aquatiques et prévention des inondations, qui est une compétence qui a été attribuée au syndicat en 2018 par les communautés de communes de ce territoire, donc territoire qui se trouve des sources du Tarn en Lozère jusqu'à l'aval de la confluence de la Dourbie après Millau. Donc depuis plusieurs années, le syndicat en fait se préoccupe de la santé des milieux aquatiques et de nos cours d'eau. Et donc on est très attentif à la thématique et au changement climatique. Donc il y a des impacts sur notre territoire, mais comme ailleurs. Les élus locaux ont souhaité pouvoir s'engager sur une mission de dialogue territorial autour des activités de loisirs et sportives liées à l'eau. Donc il y a des entretiens en fait qui ont été faits sur une sélection d'acteurs représentatifs à la fois par leur thématique mais aussi géographique sur le bassin. Et ensuite ces interviews ont fait l'objet d'un rendu qui permet d'avoir les ressentis et les problématiques évoquées par chacun des acteurs. Et on a également fait une phase d'observation qui est importante pour nous, pour justement se dédouaner peut-être des fois des on-dit ou des ressentis qui ne seraient pas exacts. Donc une phase d'observation sur la saison estivale 2023. Et après des actions fortes, c'est tout autour de la sensibilisation et de la communication sur la période, ce qu'on a appelé la période de haute intensité de fréquentation, qui est une période en gros sur 10-15 jours de l'été, où là vraiment les milieux sont mis à rude épreuve
et où il est nécessaire d'avoir une action vraiment très forte en termes de communication, de sensibilisation, voire peut-être un peu plus. Il peut y avoir des actions de régulation. Donc voilà, c'est tout ce travail-là qu'on souhaite poursuivre en fait pour la préservation de nos cours d'eau. Ce qui est très important dans le monde dans lequel nous sommes, c'est de travailler sur une ouverture et éviter une cristallisation des comportements des uns des autres, même dans le monde de la pêche où il n'y a pas une pêche, mais il y a des pêches, et il faut accepter les autres. Et le but, c'est de travailler ensemble pour le vivre ensemble. L'intelligence collective nous permettra nous-mêmes d'évoluer, au risque de disparaître. De disparaître parce que certains vont se cristalliser contre les pêcheurs, contre les agriculteurs, les propriétaires, contre tout le monde, et au final, on arrivera à du conflit. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est trouver cet équilibre difficile, mais que l'on doit trouver tous ensemble pour aller ensemble de l'avant. L'enjeu des rivières, c'est la quantité. Donc, il faut apprendre à être sobre dans tous nos usages, chose qu'on a oublié un peu. La première chose, c'est la consommation humaine, de boire, de tout ce qu'on veut, mais on peut gagner facilement. Et ensuite, il faut faire attention à ce milieu qui va se dégrader très vite parce qu'on a pris l'habitude d'avoir des milieux de très bonne qualité. Ça reste quand même un milieu exceptionnel, rare, finalement très rare, à l'échelle française voire européenne. En moyenne montagne, on va pas parler d'autres secteurs. Il faut être sobre et faire attention. Donc, c'est modifier toutes nos pratiques. L'enjeu économique, tout le monde en est conscient. La qualité, tout le monde en est conscient. Les quantités, tout le monde en est conscient que ça va pas faire en gagnant. On a la chance quand même d'être sur un territoire, nous, ici, avec des gens raisonnés, y compris les gens qui font de la pratique aquatique, les pêcheurs, tous font ce qu'il faut au jour d'aujourd'hui, sachant que, quelque part, l'eau, c'est la vie. On a eu un épisode Cévenol qui est assez conséquent quand même. On a eu de la neige, 2 épisodes de neige, de 40 à 50 cm, un peu plus parfois. On se retrouve avec une rivière qui reprend du potentiel. Un niveau d'eau qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Dans tous vos usages, je vous offre depuis toujours le meilleur de moi-même. Dans vos pratiques ludiques, des émotions fortes, intimes, uniques. Mais n'oubliez pas que mon eau est indispensable, vitale, pour vous et pour le vivant qui m'habite. Face aux incontournables enjeux d'ordre économique, touristique, climatique, les menaces qui pèsent sur mon fragile équilibre progressent insidieusement. Mon sort, qui a toujours été lié au vôtre, est aujourd'hui plus que jamais entre les mains de chacun d'entre vous. Prenez soin de moi.